coopération Burkina-Taïwan, des liens traduits sur le terrain par des réalisations dans le barrage de Bagré autour du cours d'eau ont poussé des activités de développement. Échange direct entre les forces vives de la commune de Tchériba et le Premier ministre, une rencontre pour faire le point des avancées et convenir des manques à combler et puis ériger des métiers à forte potentialité d'emploi pour tacler le chômage. C'est une initiative du département en charge de la recherche scientifique. Pour le moment, le projet vise les métiers de l'agroalimentaire. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour commencer, la Banque mondiale soutient les efforts de développement économique du Burkina. Il reste un potentiel qui ne demande qu'à être exploité. Ces sujets ont été débattus entre le directeur des opérations pour le Burkina de l'institution bancaire et le président du Faso. On écoute l'économiste au micro de Adama Koulibaly. Ça a été des échanges extrêmement utiles. La vision est très claire. Le président m'a informé de la nécessité pour un pays comme le Burkina Faso, enclavé, confronté aux problèmes climatiques, dans une zone géographique des plus instables, zone sahélienne, comme vous le savez, qu'un accent particulier soit mis sur des secteurs comme les infrastructures, sur l'énergie, sur le développement du capital humain, afin que davantage d'opportunités soient créées au niveau de l'économie pour les jeunes, qui sont le facteur de prospérité par excellence. Mais au-delà de ces secteurs d'investissement, le président, et cela m'a beaucoup plu, a mis un accent particulier sur la nécessité de continuer à travailler sur l'amélioration de la gouvernance, sur l'amélioration du climat des affaires, pour que le Burkina soit et continue d'être un pays qui attire en particulier les investissements, si bien publics et privés, qui sont beaucoup plus porteurs de richesses que l'apport de l'aide même. Voilà, c'était donc les potentialités économiques du Faso vues par la Banque mondiale. Et puis, on fait cette fois les pages de la coopération qui lie le Burkina à la Chine-Taïwan. Une coopération traduite sur le terrain par des réalisations dans le barrage de Bagré. Autour du cours d'eau ont poussé des activités rémunératrices au profit des riverains. Notre équipe de reportage a marqué une halte sur le joyau Simon Gongo, la Sina Ouattara. Bagré, c'est l'expression de l'engagement de Taïwan aux côtés du Burkina. Ce barrage de plus d'1,5 milliard de mètres cubes, qui nourrit des milliers de familles depuis le début des années 90, a été construit grâce au financement chinois. Les Taïwanais ont eux-mêmes encadré les producteurs dans la production du riz avant de passer la main aux Burkinabés. Aujourd'hui, c'est tout un pôle de croissance qui se dresse à Bagré. Grâce au barrage, la Société de développement de Bagré-Pôle va aménager 21 000 hectares de périmètre agricole pour la production de gammes variées de spéculation, comme le riz, le maïs, la pomme de terre et faire de la maraîchiculture. Autour de ce barrage, on aura l'élevage, avec l'érection d'une ville moderne, entourée d'un centre industriel et commercial. La Chine-Taïwan y a laissé ce centre piscicole, une infrastructure de col où l'on élève des poissons pour ravitailler des centaines de consommateurs à travers le Burkina. Avec Bagré-Pôle, le centre sera rétrocédé à un privé pour gestion. À ce centre, il faut ajouter l'unité de production d'aliments à bétail qui attend aussi un repreneur pour mettre à la disposition des éleveurs des aliments pour les animaux. Les villes de la région du centre-est et de Ouagadougou n'oublieront pas la production d'électricité qui vient de Bagré, mais c'est en 2017, avec l'installation totale de Bagré-Pôle, que l'on retiendra plus l'importance de la contribution de l'ami taïwanais. Je vous le disais en titre, la commune de Tchériba, dans la boucle du Mouhoun, évalue son niveau de développement. Il reste des efforts à fournir pour plus d'eau, de routes et d'infrastructures de santé et d'éducation. Une présentation faite par les populations au Premier ministre qui est en visite dans la localité. Occasion pour le chef de l'exécutif d'appeler les populations de la localité à s'impliquer pour la consolidation de la paix. Le résumé de la rencontre avec Aboubacar Sagnon. C'est un accueil des grands jours que les populations de Tchériba ont réservé au chef du gouvernement burkinabé. Leur satisfaction et leur fierté de cette visite historique ont été exprimées par le chef de canton
et le maire de la commune. Luc Adolphe Thiao l'a dit, il n'est pas seulement venu pour admirer les belles poteries qui font la renommée de la localité, mais surtout pour échanger avec les habitants sur leurs préoccupations. Et celles-ci portent essentiellement sur le manque d'infrastructures dans le domaine de l'eau, de l'éducation et de la santé. Le chef du gouvernement a assuré que ces doléances seront examinées avec la plus grande attention. Il a surtout dit ce que dans l'immédiat pour améliorer les conditions de vie des populations de Kéréba. Je voudrais accélérer la transformation de votre espèce en centre médical. Je vais donner des instructions au ministre, puisque cela soit fait, si possible, durant cette année. Je sais que c'est programmé, mais comme je suis venu ici, je fais de Kéréba une priorité absolue. Je voudrais également accélérer l'électrification de Kéréba. Il est prévu dans le programme, mais nous allons voir. Je verrai avec le ministre en charge de l'énergie comment faire en telle sorte que dans les meilleurs délais, je ne pourrais pas vous donner une date, mais plus vite que vous le pensez, que le courant arrive à Kéréba. Je vais voir avec Madame la ministre de la promotion de la femme la possibilité de mettre à la disposition des groupements féminins d'au moins une dizaine de plateformes multifonctionnelles. Aux jeunes, Luc Adolphe Thiao a expliqué que le programme à haute intensité de main-d'œuvre IMO sera renforcé pour réduire le chômage. Le Premier ministre a surtout appelé l'ensemble des couches sociales à travailler et à vivre en bonne intelligence pour préserver les acquis sociaux et démocratiques. En ce début d'année, je demande à tous les acteurs, que ce soit des partis politiques, que ce soit les associations, que ce soit les responsables coutumiers, religieux, je demande à chacun que dans son comportement, il fasse en sorte que la paix règne là où il se trouve, comme le souhaite le président Blaise Compaoré. Avant cette rencontre et afin de toucher du doigt les réalités de la commune, le chef du gouvernement a visité certaines infrastructures sociales et sécuritaires, notamment le commissariat de police, la gendarmerie, le centre de santé et de promotion sociale, ainsi que la mairie. Et puis ce communiqué pour continuer à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la 3e édition de la Semaine nationale des arts culinaires SNAC, placée sous la haute présidence de Mme Chantal Compaoré, épouse de son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Conseil des ministres, président du FASO. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou demain, samedi 25 janvier 2014, à partir de 14h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 15h45. C'est un communiqué signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Youkbari. Un conseil économique et social plus proche des populations, c'est l'objectif que se fixe l'institution. La tournée des localités du Burkina se poursuit donc et cette fois, les cadres du CES ont visé les forces vives de la région des Hauts-Bassins. Là comme ailleurs, il s'agit de mieux faire connaissance, mieux faire connaître l'institution à travers des échanges autour de ses missions, ses rôles et ses attributions. Kadou Robenki. En 55 ans d'existence, le Conseil économique et social CES reste encore méconnu du grand public. C'est pour sa visibilité que les dirigeants de cette institution ont initié des tournées d'information et d'échanges dans les différentes régions du Burkina Faso. Aujourd'hui, ce fut le tour des Hauts-Bassins d'accueillir l'équipe du CES. Une rencontre qui s'est voulue participative avec 2 communications à l'ordre du jour. L'expansion du secteur minier et développement durable au Burkina Faso, cas de l'exploitation aurifère d'une part, et d'autre part, la présentation du Conseil économique et social. C'est une institution qui est composée de 90 conseillers représentant une trentaine de secteurs socio-professionnels que compte notre pays. Son rôle principal, c'est de conseiller le président du FASO et le gouvernement dans l'élaboration des politiques économiques et sociales. Ce
Ce cadre de concertation a permis aux forces vives des Hauts-Bassins de discuter à bâton rompu et de se prononcer sur les préoccupations majeures de la région, entre autres les questions de développement économique, de sécurité et d'éducation. Nous sommes surtout comblés par la qualité des questions et des contributions, ce qui montre que le CES désormais peut compter sur la population de Bobo et de l'ensemble de la région des Hauts-Bassins. Un rappel, cette tournée des responsables du Conseil économique et social vise 4 objectifs, à savoir mieux faire connaître l'institution, présenter à un large public l'étude faite sur l'exploitation minière au Burkina Faso, susciter le débat et les perspectives en vue d'améliorer le rapport du CES et recueillir les recommandations dans les 13 régions pour les soumettre au président du Faso. Et parlant d'explosion du secteur minier au Burkina, la ruée vers l'or entraîne aussi des enfants, un phénomène qui mobilise les défenseurs des droits des tout-petits dans la région du centre-nord, très touchée par le fléau. Éducateurs, responsables administratifs, partenaires techniques et financiers prônent la sensibilisation, orpaillage et abandon scolaire. C'est le thème d'une rencontre de réflexion. Les précisions sont de Estelle Judith Assogba. Les autorités régionales du centre-nord se mobilisent contre l'abandon scolaire des enfants au profit des sites miniers. Elles ont décidé de s'attaquer au phénomène en menant la réflexion sur la problématique de l'orpaillage et ses implications sur l'enfant et l'école. L'objectif ici, c'est trouver des mécanismes et trouver vraiment des stratégies vraiment locales pour pouvoir résoudre nos problèmes locaux. Et nous avons choisi aussi Mané parce que vous savez qu'à Mané ici, nous avons beaucoup de sites d'orpaillage et nous avons beaucoup d'enfants qui sont sur les sites d'orpaillage. Et nous pensons qu'en choisissant cette commune rurale, ça va être un cri très fort pour les populations, pour que l'enfant puisse savoir que sa place, c'est la classe. Ce forum servira de cadre pour informer les participants sur les textes réglementaires en matière de protection de l'enfance et sur la loi d'orientation scolaire. La stratégie au niveau du MENA, c'est de dire tout simplement que nous continuons à nous assurer que la dimension gratuité de l'éducation, jusqu'au niveau bien sûr du post-primaire, nous puissions l'organiser, mais au-delà, c'est surtout aussi de nous assurer qu'il y a une implication de l'ensemble des acteurs du système éducatif, tant au niveau régional qu'au niveau communal, pour que cette dimension-là, en tout cas d'impact de l'orpaillage sur le système éducatif, puisse vraiment trouver solution. Dans ce combat, la région bénéficie de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, dont l'UNICEF et l'ambassade du Canada au Burkina Faso. Le Canada est déjà à la recherche des initiatives qui peuvent contrer ce problème d'abandon scolaire et travail des enfants dans l'orpaillage. Il s'agit d'une initiative sur 5 ans pour former les jeunes de 13 ans à 18 ans dans les centres d'éducation de base non formels dans 2 régions du pays, le centre-nord et le sud-ouest. Dans le centre-nord, on dénombre près de 234 sites d'exploitation aurifère. À titre d'exemple, cette région a enregistré au cours de l'année 2012-2013 plus de 4000 abandons scolaires au profit des sites d'orpaillage pour les seules classes de CM2. Au regard de l'ampleur du phénomène, les participants à ce forum devraient prendre des résolutions et des recommandations idoines pour atténuer, voire éradiquer le phénomène dans cette partie du Burkina. Toujours sur la page éducation, un programme veut essayer un nouveau concept pour booster la qualité. C'est le programme régional interinstitutionnel pour la qualité de l'éducation par la pédagogie du texte. Pour le moment, il est question d'harmonisation dans les pratiques pour l'atteinte des résultats. La rencontre a réuni les maillons clés de la mise en œuvre du programme. Les précisions sont de Sylvestre Da. À cette session ordinaire du comité de pilotage du PRIC-PDT, le programme régional interinstitutionnel pour la qualité de l'éducation par la pédagogie du texte, il est prévu la validation des rapports opérationnels et financiers de la période 2013. Période au cours de laquelle le programme s'était fixé comme objectif le renforcement de la formation des étudiants tant sur le plan théorique et pratique et l'appropriation de la pédagogie du texte par les enseignants de la sous-région. Notre pays a un taux de scolarisation quand même assez bas et que beaucoup de personnes qui
n'ont pas eu la chance d'aller à l'école peuvent, disons, renforcer leur capacité par la maîtrise de l'écriture des textes et des textes. Donc, c'est un programme qui est fondamental, qui vient en apport aux différents programmes qui sont en fait actuellement en cours. La présente session marque également la fin du programme PRIC-PTT. L'occasion est donc donnée aux partenaires et aux acteurs pour s'accorder sur les meilleures orientations susceptibles de garantir la pérennisation de l'approche pédagogique du texte. Ce sur quoi nous allons nous appesantir, c'est voir comment renforcer institutionnellement DEDA par rapport à l'université. Je pense que c'est très important parce que sans cet ancrage institutionnel-là, on ne peut pas parler de pérennisation de la formation. Voilà, puisque les financements, quand c'est un projet, les financements tôt ou tard vont prendre fin. Donc il faut veiller à ce que la structure qui s'occupe de la formation puisse s'autonomiser progressivement par rapport au financement extérieur. Le programme PRIC-PTT est né en 2003, inspiré d'une analyse critique des campagnes d'alphabétisation classiques menées en Afrique au sud du Sahara. Il met l'accent sur la capacité des élèves, enfants comme adultes, à maîtriser la langue. La démarche prône également la prise en compte de ce que l'apprenant sait déjà, ainsi que le bilinguisme équilibré. Question d'économie à présent, améliorer le taux de pression fiscale pour se rapprocher des 17% qui est la norme en vigueur dans l'espace UEMOA. C'est l'objectif du ministère de l'Économie et des Finances. Pour cela, une étude a été commanditée, réalisée par le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES. L'étude a permis de mettre en exergue le potentiel fiscal et les pistes à explorer pour optimiser la mobilisation des ressources internes. Les précisions d'Idrissa Seri. La situation demeure toujours une préoccupation. Malgré une amélioration du taux de pression fiscale estimé à 16% en 2012, celui-ci reste en deçà de la norme communautaire de l'UEMOA fixée à 17%. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Économie et des Finances a sollicité le CAPES, le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, avec pour mission de mener une étude qui permette de diagnostiquer les causes de la faiblesse du taux de pression fiscale et d'analyser le potentiel fiscal du pays. Après un travail de recherche, les résultats de l'étude sur la performance de recouvrement des recettes fiscales sont soumis à l'approbation des spécialistes. Il y a beaucoup de secteurs qui, en fait, peuvent faire l'objet d'une fiscalité encore plus élargie, mais ça demande une étude pour savoir est-ce qu'on doit pouvoir le faire en l'état ou bien il faut amener des approches beaucoup plus de sensibilisation. Si je prends le cas, par exemple, du secteur agricole, nous savons que, si on regarde les statistiques, c'est un secteur qui contribue énormément au PIB, mais qui, par contre, n'est pas suffisamment fiscalisé. Dans le souci d'améliorer le niveau de recouvrement des ressources internes, le ministère de l'Économie et des Finances a innové en 2009 en mettant en place l'approche unité de recouvrement. L'étude sur la performance de recouvrement des recettes fiscales se veut une contribution au processus de renforcement de la mobilisation des ressources budgétaires. Je vous dirais honnêtement que cette approche, en tout cas, a permis d'améliorer de manière très sensible le niveau de recouvrement de recettes fiscales des différentes régies de recettes. À cette étape de validation, les experts vont recueillir des propositions pertinentes en vue de finaliser le document dans les meilleurs délais. Dans le secteur de l'eau potable et l'assainissement, l'on compose l'agenda des activités pour 2014. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la 14e session du comité de pilotage du programme eau et assainissement réuni à Ouagadougou. Les participants ont fait le point des bilans, le bilan donc des actions menées en 2013. Les précisions de Claudine Bikava. Le programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement PNAEPA existe depuis 2005 et l'objectif visé à cette date était la réduction de moitié d'ici 2015 de la proportion en milieu urbain et rural n'ayant pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. Aussi, les comités régionaux de pilotage du PNAEPA sont des outils de suivi et évaluation qui permettent de mesurer les niveaux d'atteinte des résultats à l'échelle régionale. Cette 14e session du comité régional de pilotage de la région du centre s'inscrit dans ce cadre. À cette rencontre, il est question de faire le bilan du rapport des activités de 2013 qui, semble-t-il, est très mitigé. À quelque part de 2015, le bilan est un peu mitigé, en ce sens qu'au niveau de l'eau potable, il y a des motifs
de satisfaction. Mais en ce qui concerne l'assainissement, les résultats sont très en deçà de nos attentes. C'est justement l'objet de cette session. Si vous voyez qu'on l'a tenue en janvier, c'est pour nous donner toutes les chances de mobiliser ce qui peut être mobilisé pour booster les différents taux qui ont été présentés. Et c'est l'objectif que nous assignons à cette session. Ces participants devraient apporter des contributions pertinentes pour l'atteinte plus ou moins des objectifs fixés pour la date butoir de 2015 en vue d'atteindre ceux des OMD. Je vous l'annonçais en titre, réduit le chômage par la valorisation des métiers de l'agroalimentaire. C'est l'une des trouvailles du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation pour contrer le manque d'emploi. Pour le moment, le département a identifié 5 corps de métiers comme à forte potentialité d'emploi. Les précisions de Bouma Ernest Nébier. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation veut, à travers le programme intitulé « Programme de structuration de l'offre de formation professionnelle et d'apprentissage dans le secteur agroalimentaire », créer des conditions favorables à l'emploi et à l'auto-emploi au Burkina. Démarré en mars 2013 et piloté par l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies IRSAT, le programme envisage former les populations dans des métiers identifiés dans le domaine agroalimentaire. Il s'agit du métier de la conservation d'oignons et de fruits, de la transformation de céréales et de tubercules, de la production du beurre de karité et du sumbala. Cette rencontre à Koudougou va permettre aux acteurs du domaine de se pencher sur ces métiers. Je prends un exemple. Beaucoup de gens font le sumbala. Mais quand vous passez d'une préparation à une autre, ça change. Notre institut de recherche a voulu justement former les gens sur le sumbala de telle manière à avoir un produit standard, les former sur un référentiel. Donc cet atelier vise justement à, si vous voulez, élaborer des programmes de formation qui permettent justement après la formation de délivrer à celui qui a eu la formation un document qui certifie effectivement que le produit ou bien la connaissance que la personne a acquise est une connaissance basée sur des résultats scientifiques. Les participants auront adressé le portrait de chaque métier et faire une analyse de situation de travail pour chacun de ces 5 métiers. Une analyse qui sera suivie par l'élaboration de référentiels de formation et de certification. La montée des couleurs nationales comme un geste civique ne laisse pas indifférent. 4 ministères ont sacrifié à l'obligation. Désormais, le rythme est trouvé. Une fois par mois, les agents des départements en question vont perpétuer le rituel. Au-delà du ditanier, c'est l'hymne de la cohésion sociale qui est joué. C'est Sylvestre Da. 7h00 dans la cour du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Un garde à vous invite les uns et les autres à se mettre en disposition pour la montée des couleurs nationales. Debout comme un seul homme, tous les agents reprennent en chœur le ditanien. Une brève cérémonie, mais profonde d'essence. C'est des moments de rencontre, d'introspection, d'interpellation, pour plus de patriotisme, pour que nous tous ici, nous sachions que ce drapeau que nous honorons, c'est le peuple burkinabé. Et que chacun se doit, quel que soit le poste qu'il occupe, de se donner à fond, avec intégrité, avec rigueur, avec ardeur, pour accomplir la mission qu'il a, la lourde tâche et l'honneur de porter au nom du peuple burkinabé. Rituel similaire à la même heure, et là nous sommes au sein de l'immeuble du 15 octobre à Ouagadougou. C'était le jeudi 9 janvier dernier. Ici sont rassemblés les travailleurs du ministère des Sports et Loisirs, de celui de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et du ministère des Mines et de l'Énergie. Le message est le même, montrer aux agents qu'au-delà de leurs clivages qui peuvent être politiques ou religieux, c'est le même drapeau qui les unit, un symbole d'appartenance à un même pays. À travers ces cérémoniales, il s'agit également pour les différents ministères de se conformer aux nouvelles dispositions instaurées par le Conseil des ministres en sa séance du 27 novembre 2013. Dispositions qui font obligation à chaque ministère et institution publique de procéder à compter de ce mois de janvier à la montée du drapeau burkinabé. À l'immeuble du 15 octobre abritant 3 ministères, la montée des couleurs aura lieu tous les premiers lundis du mois à 7h.
au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette montée se fera une fois aussi par mois, mais le jour reste à déterminer par le conseil des cabinets. Identifiée comme l'un des dissolvants du civisme, la corruption sévit malgré les appels. Très souvent en mauvaise posture dans les classements sur le phénomène. Les agents de la police municipale se forment à mieux résister à la tentation. C'est une initiative du RENLAC, le réseau de lutte contre la corruption. Le point de Claudine Bikaba. Selon les rapports du RENLAC, la police municipale occupe ces dernières années pratiquement toujours la première place en matière de corruption au Burkina Faso. Une tendance qu'on voudrait inverser à travers cette formation des agents de la police municipale de Ouagadougou, initiée en collaboration avec le RENLAC. Cette formation a consisté à sensibiliser les policiers municipaux de Ouagadougou sur la notion d'abord de corruption, les causes et les conséquences. Et ça a permis également aux policiers de prendre des engagements pour pouvoir aller sur le terrain de la lutte contre la corruption. La formation aujourd'hui en réalité n'est pas, disons, une formation en tant que telle, mais c'est des échanges entre nous, RENLAC, et la police municipale, qui, ma foi, nous avons appris dans la salle qu'il y a un certain nombre de textes qui sont déjà pris au niveau de la police municipale pour aller dans le sens même de la lutte contre la corruption. Donc c'est une bonne chose. Au terme de cette formation, il est envisagé de constituer des comités anticorruption au niveau des unités de police municipales qui vont travailler à mettre au pas les uns et les autres afin de réduire le phénomène. Et à la fin de l'année 2014, une évaluation sera faite pour voir s'il y a eu un changement de comportement des policiers vis-à-vis des citoyens, chose que ceux qui ont été formés ont pris l'engagement de faire pour être au service des citoyens et remplir les obligations à l'égard de l'État burkinabé. Les vœux de l'Union pour le changement à la presse en ce début d'année, l'UPC souhaite aux hommes de médias l'amélioration des conditions de travail et de vie, sans oublier la dépénalisation des délits de presse. Au cours du face-à-face, le président du parti de l'opposition a aussi fait le bilan de l'année écoulée et annoncé les perspectives de 2014. Jacques Lamissa Tarpaga. Plus que jamais, l'Union pour le progrès et le changement UPC croit au changement et à l'alternance. 2014 annonce les couleurs selon le chef du parti Zéphiré Diabré au cours de sa traditionnelle présentation de vœux à la presse. L'année qui commence est pleine de défis sur le plan politique. 2014 semble s'annoncer sous des auspices favorables pour notre parti et pour l'opposition en général. Notre parti continuera d'apporter sa modeste contribution au combat de l'opposition et d'exercer la fonction de chef de file qui lui est dévolue dans le sens d'une plus grande mobilisation de notre peuple autour de ses revendications légitimes. Des vœux à la presse qui se traduisent par plus de liberté, la dépénalisation des délits de presse et l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Le parti se réjouit surtout de ses acquis engrangés en 2013. À la suite des élections de décembre 2012, ce sont 19 députés UPC qui ont fait leur entrée au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. En cette première année de leur mandat, les députés UPC se sont vaillamment battus contre les lois de la majorité qu'ils jugeaient contraires aux intérêts de notre peuple. Ils ont posé des questions pertinentes au gouvernement et ils ont réfléchi à des sujets d'intérêt national, notamment dans le cadre de leur journée parlementaire. 2013 a ensuite été l'année où notre parti a pris la responsabilité de chef de file de l'opposition, de par les dispositions de la loi. En prenant fonction de cette charge, l'UPC s'est efforcé dès le départ et jusqu'à maintenant d'apporter sa contribution modeste à une plus grande crédibilisation de l'opposition, à une meilleure organisation de celle-ci, et ce, dans le cadre d'une gestion de plus en plus collégiale. Au siège de l'UPC, c'était un moment de convivialité avec les hommes de médias, histoire de décompresser avant de s'attaquer au champ politique de cette année, chacun pour ce qui le concerne. Bilan et perspective aussi pour l'Organisation ouest-africaine de la santé, un exercice à l'occasion de la reprise des classes pour l'organisation. Dans le rétroviseur, l'OAS aura vu passer les actions phares pour la mise en œuvre du plan stratégique de développement de la santé au compte des perspectives. C'est le renforcement des acquis qui est en vue. Moumouni Barou.
La rentrée professionnelle 2014 de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, est effective depuis ce 22 janvier. L'événement a rassemblé en plus des travailleurs de cette institution, des autorités politiques et administratives de la ville de Sia, des représentants des ministres de la Santé nigérienne et burkinabé et aussi par visioconférence les ministres de la Santé gambienne. Cette rentrée professionnelle se veut un cadre d'échange et de promotion de la collaboration avec tous les acteurs et surtout une opportunité de rendre visibles les actions de l'OAS. Après la mise en œuvre de notre deuxième plan stratégique, on peut faire le bilan suivant. On a pu développer pendant cette période de révision quelques documents stratégiques régionaux, notamment documents de stratégie de la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile, le document régional sur la télésanté, sur le renforcement des systèmes d'information sanitaire, entre autres. Les différents représentants des ministres de la Santé ont tous salué le directeur général de l'OAS et son personnel pour les résultats obtenus dans la mise en œuvre du plan quinquennal stratégique 2009-2013. À cet effet, ils ont renouvelé le soutien de leur département à faire de l'institution un modèle de l'intégration des politiques de santé. Nous avons apprécié les grands résultats en termes de renforcement des ressources humaines en matière de disponibilisation des médicaments et surtout en matière d'accès. Et cette année, l'accent sera mis sur l'accès universel au système de santé, aux soins de santé, et cela a été placé sous le signe d'enjeux et de défis. Et je pense que c'est un thème central, en tout cas une préoccupation importante, de vraiment travailler à améliorer cette couverture sanitaire. Le thème de cette rentrée, couverture sanitaire universelle, enjeux et défis, semble être d'une actualité brûlante, car il vient rappeler encore que les pays de la sous-région font face à d'importants problèmes en matière de développement humain et surtout dans le domaine d'accès à la santé. La commune de Fadangourma renforce les capacités opérationnelles des relais communautaires de 10 villages de la commune de cette ville. C'est une initiative d'une ONG Action grâce au soutien financier du Fonds canadien d'initiative locale en marge d'une session de formation organisée à l'intention de ces relais communautaires. L'ambassadeur du Canada au Burkina Faso a procédé à une remise d'équipements et de supports audiovisuels destinés à des séances de sensibilisation sur les mariages précoces et forcés. Le reportage de Claudine Bikaba. Les relais communautaires de 10 villages de Fadangourma sont désormais mieux équipés et aptes à mener le combat contre le mariage précoce et forcé. Outre ce matériel d'un coût estimé à plus de 15 millions de francs CFA, les acteurs ont bénéficié d'une session de formation pour sensibiliser les populations. Ce matériel a été acquis grâce au Fonds canadien d'initiative locale. Quand nous avons reçu la proposition pour financement de Mwangaza Action, nous avons dit oui, exactement. C'est une question de droit, c'est une question de l'éducation de la fille, donc nous allons l'appuyer. Au regard des statistiques fournies par les services de l'action sociale du Gourma, 37 cas de mariage forcé, 18 mariages précoces et 90 rapes de filles ont été enregistrés. Il était donc nécessaire pour l'ONG Mwangaza Action et son partenaire local Todir Yaba de prendre le fléau à bras le corps. C'est pour leur donner les capacités pour pouvoir mener à bien les activités de sensibilisation en direction des différentes cibles dans les communautés, de sorte à ce que tout ce qui entoure la question du mariage forcé et du mariage précoce soit bien expliqué au niveau des communautés afin d'aboutir à un engagement vers l'abandon de cette pratique. Les leaders communautaires entendent jouer leur partition dans le combat contre le mariage précoce et forcé dans la commune de Fada. Mariage forcé, mariage précoce, bon, c'est pas bon pour nous. Parce que c'est pour gâter la vie des filles. Vraiment, on voit que vraiment, c'est très important pour quand même mobiliser les gens pour ça. Le présent projet s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'abandon des mariages précoces dans les régions de l'Est et du centre-Est du Burkina.
Et ce mariage-ci n'est ni forcé ni précoce sous le régime de la monogamie bien commun. Bibata et Lassina se sont dit oui pour la vie à deux. Bibata quitte ainsi le cercle des célibataires de la RTB. L'union a été officialisée à la mairie de l'arrondissement de Bascui devant parents, amis et connaissances. Le détail de la cérémonie avec Yolande Lompo. Loin de ses activités de comptable à la RTB, Bibata Naïté entend profiter de cette journée mémorable à l'issue de laquelle elle débutera sa vie de couple avec l'élu de son cœur. Et pour assurer son Apollon d'avoir fait le bon choix, tôt le matin, elle s'était abandonnée dans les bras de cette fée pour sa métamorphose. Enfin, les voilà main dans la main devant l'officier d'état civil à la mairie de l'arrondissement numéro 1, déterminé à prononcer le oui fatidique. S'ensuit une lecture des articles 292 à 296 du Code des personnes et de la famille et devant leurs témoins et en présence de leurs amis, parents et collègues, ils déclarent leur flamme. Monsieur Baïkoro Lassina. Présent. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Naïté Bibata, ici présente? Mademoiselle Naïté Bibata. Présente. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Baïkoro Lassina, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. À présent, la voilà qui enfile l'anneau au doigt de Lassina Baïkoro. Cette étape franchie, les deux tourtereaux apposent leur signature sur le registre de mariage et prennent possession de leur livret de famille. L'officier d'état civil leur prodigue des conseils afin qu'ils puissent mieux entretenir la flamme de leur amour en se soutenant et en se respectant mutuellement. Ainsi, ils se sont jurés amour et fidélité et reçoivent les félicitations de leurs parents, amis et collègues avant leur départ pour le mess des sous-officiers pour la levée des verres. Heureux ménage au nouveau couple. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.